Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence de l'année. Aujourd'hui, la conférence sera donnée par M. Moustapha Amraoui, qui est ici à ma gauche. Il est titulaire de MBA, tout ça, donc, maîtrise en business administration, n'est-ce pas, de l'Université de Sherbrooke. Et dans son travail de maîtrise, il a travaillé sur le master, l'impact de la culture sur la dynamique et la performance des équipes multiculturelles. C'était à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi en train de préparer deux ouvrages, au moins on peut donner les titres, au moins. Oui. Au-delà du couscous et des tam-tams. Au-delà du couscous et des tam-tams, pour promouvoir la sensibilisation de la valeur sociale et économique des nouveaux immigrants compétents, des étudiants internationaux et d'une clientèle multiculturelle au sein des organisations et des communautés. Ainsi réduit l'écart culturel entre les néo-canadiens et les nés au Canada. Néo-canadiens et les nés au Canada, non, les Canadiens de souche, comme on dit souvent ici. Oui. Un autre ouvrage qui est sur le chantier, et qui est aussi le sujet de la conférence, c'est les 7 facteurs clés du succès au Canada. Et le titre de la conférence, alors nous y sommes, c'est les 7 facteurs clés de succès pour réussir et s'épanouir au Canada sur le plan personnel et professionnel. Stratégie pratique pour mieux se positionner culturellement dans la recherche d'emploi et le démarrage d'entreprise. C'est ce sujet que M. Moustapha Amraoui qui va nous présenter. Juste avant de lui donner la parole, il nous a déjà envoyé l'argumentaire. Je retiens juste une chose, en disant que nous devons nous ajuster au contexte actuel au Canada. Et dans ce contexte, il y a l'élément culturel. Nos coutumes, notre culture doivent s'ajuster à notre nouveau contexte. En fait, je lis, les statistiques démontrent sans équivoque que la majorité des nouveaux immigrants sont en situation défavorisée par rapport aux Canadiens de souche. Ils gagnent moins que les Canadiens de souche, souffrent entre 5 et 10 ans avant de s'intégrer socialement et économiquement, sans parler de leur quasi-absence sur les scènes décisionnelles économiques et politiques. Or, 75% des nouveaux immigrants sont munis de diplômes universitaires. Donc ce n'est pas par manque d'intelligence ou de compétences, mais il y a peut-être une question d'ignorance des exigences du contexte. Et en lisant l'argumentaire que M. Amraoui nous a envoyé, je me suis dit que j'ai trouvé un peu 4 pistes rapidement, et puis je lui donne la parole. Je pense qu'il va nous faire un travail, j'essaie de mettre dans notre clé de lecture, un travail de sociologie à 4 niveaux. Je caractérise cette sociologie, c'est une sociologie réflexive et compréhensive. Ça signifie qu'il va essayer de comprendre les raisons de certains faits sociaux, de certains mécanismes sociaux. Donc, premièrement, c'est une sociologie réflexive et compréhensive. Deuxièmement, c'est une sociologie performative. Ça signifie la compréhension doit nous pousser à agir de façon stratégique, de façon ciblée, de façon calibrée. Troisièmement, c'est une sociologie libératrice, émancipatrice, au sens où une situation de non-visibilité sociale mérite que le sujet prenne conscience et confiance en lui-même, to empowerment du sujet, pour que le sujet soit habilité à agir pour se libérer d'une situation qui est une situation d'ignorance ou bien de non-visibilité ou bien d'inaction. Je dirais plutôt une situation d'inertie. Quatrièmement, cette sociologie, c'est une sociologie de la culture. Il est fondateur de l'intelligence interculturelle consulting. Culture. Donc, je disais qu'il va faire un travail de sociologie. J'essaie de réinterpréter ce qu'il va faire, qui est cette sociologie 1, réflexive et compréhensive, parce qu'il est question de produire un savoir pour comprendre les causes, les raisons d'une situation qui est anormale, qui est une situation de latence, de mort, d'inertie. Deuxièmement,
une sociologie performative qui va cibler l'action. En ayant compris les raisons, va agir pour transformer une situation qui n'est pas bonne, qui est paralysante. Troisièmement, une sociologie émancipatrice. En agissant, on se libère et on est un sujet habilité à agir debout. Quatrièmement, une sociologie de la culture. Alors, sous vos applaudissements, nous allons écouter notre conférencier du jour, Monsieur Moustapha Amraoui. C'est avec joie que le CECAD vous accueille ici pour nous entretenir sur ce sujet d'actualité, sur ce sujet capital pour nous immigrants. Merci mon frère Benoît. Nagadef. Magnifique. Bravo. Ani Sogona. Amgaka. Aleko. Salam alaikum. Malikum salam. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Alors écoutez, ça me fait énormément de plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, afin d'échanger quelques idées, quelques concepts. Et j'aimerais d'abord prendre le temps pour remercier mon frère Benoît qui m'a accordé cette opportunité-là. Deuxième chose, j'aimerais remercier l'auditoire, les personnes qui ont pris le soin et le plaisir de venir assister à cette conférence aujourd'hui. Je sais que nous avons toujours le choix de rester chez nous, okay, avec notre famille et tout ça, et de venir ici. Donc je valorise énormément votre présence ici, parce que c'est votre présence qui donne un sens à mon existence aujourd'hui. Comme dit notre leader Nelson Mandela, aujourd'hui vous êtes mon Ubuntu. Donc autrement dit, Ubuntu c'est un terme qui est courant dans le langage des tribus africaines du Sud, qu'on ne peut pas traduire à une autre langue, mais qui signifie le partage, l'harmonie, la famille, la communauté. Et Mandela l'utilise dans le contexte de « j'existe à cause de vous ». C'est-à-dire vous êtes ma raison d'être. Et aujourd'hui, vous êtes ma raison d'être. Donc, je valorise votre présence. Et comme a dit mon frère Benoît, aujourd'hui, on va parler des 7 facteurs clés de succès au Canada. On n'est pas au Mali, on n'est pas au Maroc, on n'est pas en Malaisie, on est au Canada, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire qu'on a une responsabilité d'ajuster nos façons de faire. Mais avant nos façons de faire, d'abord nos paradigmes, notre perception, et ensuite nos façons de faire, ou bien nos procédures. Donc, première chose, notre perception, nos paradigmes, notre philosophie, de percevoir les choses, parce qu'on sait bien que la dimension culturelle influence jusqu'à 95% de nos habitudes, de nos choix et de nos décisions au quotidien. C'est beaucoup. Ok? Et la culture vient biaiser, si vous voulez, ce filtre, parce que chacun de nous a des lunettes, porte des lunettes selon sa propre culture. Ok? Donc c'est très important pour les nouveaux arrivants de, je le répète toujours, de premièrement comprendre leur nouveau terrain de jeu et apprendre les nouvelles règles du jeu. Donc c'est ça mon message aujourd'hui. Si vous voulez partir maintenant, c'est ça le message clé, vous pouvez partir. Sinon, on peut élaborer sur ce sujet que j'avoue, dans 50 minutes, c'est pas assez pour élaborer d'une façon profonde, mais quand même, je pourrais vous donner un aperçu rapide sur ces 7 facteurs clés du succès, lesquels on va les savoir plus tôt. Donc, alors, comme mon frère Benoît disait tout à l'heure, ce sont des stratégies gagnantes pour mieux se positionner culturellement sur la recherche d'emploi, dans la recherche d'emploi, la rétention d'emploi ou même le démarrage d'entreprise. Pourquoi on touche l'emploi? Parce que c'est on sait bien que c'est le côté financier qui influence tout l'équilibre de l'être humain. Okay? Donc si on n'a pas d'argent, bien on peut souffrir sur le côté spirituel, santé, relationnel et ainsi de suite. Donc c'est toujours cette intégration économique qui vient en priorité, puis bien sûr après vient la dimension, bien
la dimension sociale, culturelle et politique. Alors, c'est pourquoi que notre objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser les nouveaux arrivants à l'importance de cette dimension. Mais en fait, la finalité de mon message, ce n'est pas juste de partager avec vous les 7 facteurs clés, ou les 12 C, ou les 14 S, je ne sais plus, mais le message principal, c'est de bâtir des leaders qui sont issus de l'immigration, engagés, performants et inclusifs. Engagés, il y a la motivation, performants, il y a la compétence, et inclusifs, ils ont le sens de la pluralité. D'accord? C'est ça mon message, c'est ça ma vision et mon message principal. Donc, les 7 facteurs clés du succès, c'est quoi exactement? Premièrement, conscience. Je vais expliquer chaque point plus tard. Deuxième facteur clé de succès, c'est le caractère, puis compétence, puis connexion, conditionnement et contribution. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On ne peut pas changer une situation si je ne suis même pas conscient de cette situation. Vous êtes d'accord? Alors, si j'ai une mauvaise haleine, mais je n'en suis pas conscient, alors comment je vais améliorer cette situation? Comment résoudre ce problème? Donc, il faut d'abord avoir cette conscience. Là, le problème des nouveaux immigrants ne s'arrête pas dans le contexte d'une mauvaise haleine, mais plus sérieux que ça. C'était un très simple exemple pour dire qu'une fois qu'ici, en tant que nouveau immigrant, on vient avec notre bagage culturel, d'accord? Et on est au Canada. Okay. Mais avant d'arriver au Canada, on était dans un autre pays. La plupart de nous étaient se réjouissaient d'un statut social assez important, parce que faut bien savoir que mon frère Benoît l'a mentionné tout à l'heure, 75% des nouveaux immigrants ont des diplômes universitaires. Okay? Et plus que ça, ils avaient des emplois avant de venir ici. Ils ne sont pas venus ici pour étudier, mais pour travailler. Alors, donc, une fois dans notre pays d'origine, on avait des aspirations, on avait des rêves, d'accord, des projets. Aujourd'hui, je suis au Canada. Qu'est-ce qu'on fait? On rencontre la réalité, puis on trouve qu'on devrait retourner aux études. Pourquoi? Parce que mes diplômes ne sont pas reconnus, ou bien il y a un écart énorme entre l'approche que j'utilise pour chercher du travail et les exigences des employés canadiens. Pas par manque d'intelligence ou de compétences, mais par ignorance de mon nouveau terrain de jeu. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on souffre d'un déchirement. Et c'est là où on est au niveau de la conscience. Donc, conscience, et on est déchiré entre le futur, les aspirations et les rêves que nous avions avant d'arriver au Canada, et notre passé. Parce que une fois ici au Canada, on va faire la comparaison entre ce que je vis aujourd'hui et ce que j'ai vécu dans le passé. J'ai entendu, Mustapha, nous avions un chauffeur chez nous, une femme de ménage, okay? Mon père est le PDG de telle et telle entreprise, mon oncle est le ministre de telle et telle chose, j'appartiens à la tribu telle et telle, et aujourd'hui je suis personne. Donc il y a vraiment un choc et un déchirement entre mon passé et le futur.
Ce qui veut dire que j'oublie le présent. Donc, un jour, bien, aujourd'hui, si je suis au Canada, c'est parce qu'un jour, dans le passé, j'ai pris une décision. Ce qui veut dire que ma situation actuelle est le résultat de quoi? Des décisions et des choix que j'ai prises dans le passé. Donc, si je veux que mon futur soit différent d'aujourd'hui, j'ai intérêt à changer ce que je fais aujourd'hui. Parce que ce qu'on fait, la majorité, c'est qu'on va raconter la même chanson, la même histoire et les mêmes questions. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour me punir de cette façon? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu à ce pays-là? Alors que la bonne question, ce n'était pas pourquoi, mais comment. Comment sortir de cette situation? Comment améliorer ma situation, mes conditions, mes circonstances? Plus important que ça, c'est quoi? Mes objectifs, c'est quoi ma vision dans le futur? Comment atteindre cette vision-là? C'est quoi les compétences dont j'ai besoin? C'est quoi les habiletés, les attitudes et les aptitudes pour les atteindre? Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour atteindre cette vision? C'est plutôt la question qu'on devrait poser parce que la qualité de notre vie dépend des informations qu'on reçoit. La qualité des informations qu'on reçoit dépend de la qualité des questions qu'on pose. Et la qualité des informations, bien sûr, parce que quand tu poses des questions, tu reçois des réponses. La qualité des réponses, des informations dépend de la qualité de ton entourage. C'est-à-dire que quand j'arrive du Maroc, du Mali, de la Malaisie, nous avons tendance à quoi? À vivre au sein de notre communauté ou groupe ethnique. Parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort. Parce que quand je vois, par exemple, mon frère Benoît, il me ramène à moi-même. Ok, donc je vois qu'il c'est un nouveau immigrant, c'est un Africain, c'est sûr. Donc ça me rassure. Donc je n'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort. C'est pas intimidant pour moi. Donc je préfère transiger avec lui plutôt que quelqu'un qui est né au Canada, qui est blanc, et puis avec qui je ne partage pas la même culture. Donc, on ne prend pas vraiment le risque de sortir de sa zone de confort pour aller plus loin, parce qu'on a peur. Ok? Maintenant, on est toujours dans la dimension de la conscience pour dire qu'on doit, pour développer une conscience, on doit passer à travers un processus. Et là, je suis très très visuel, donc vous allez imaginer avec moi le continuum, bien l'axe du temps. Donc nous avons le passé ici, le présent et le futur. Mais la conscience, ça se développe d'une façon verticale et dans le présent. C'est-à-dire que une fois au Canada, je suis inconscient de mon incompétence. D'accord? Par exemple, au niveau culturel, par exemple, quand je transige avec Benoît, bien je garde une petite proximité avec lui parce qu'on on partage la même culture et c'est ça nos façons de faire. C'est ça la façon dont on communique avec quelqu'un qui vient de la même culture. Donc on garde une petite proximité. Alors qu'au Canada, avec un Canadien de souche, bien on a tendance à garder une grande proximité. Donc là, une fois au Canada, quand je transige avec quelqu'un qui ne partage pas nécessairement la culture avec moi, et je m'approche trop de lui, vous allez remarquer qu'il va reculer, vous allez vous sentir qu'il y a un malaise qui s'installe. Pourquoi? Parce que j'ai envahi sa bulle psychologique, son espace personnel. D'accord? Là, je suis inconscient de mon incompétence. Et quand je remarque toujours qu'il y a un malaise qui s'installe à chaque fois que j'approche quelqu'un qui est différent de moi au niveau culturel, là, je deviens conscient de mon incompétence. Ah, ok, ici, on fait les choses différemment. Je devrais garder une grande proximité. Parce que là, c'est comme ça va bien. Dans des cultures, c'est quasiment, littéralement comme ça. J'ai eu des amis, là, qui viennent de l'Amérique latine. Eh bien, c'est vraiment trop proche, même pour moi qui viens d'une culture collectiviste. Donc, c'est vraiment relatif à chaque culture. Donc, là, je veux développer ma conscience, donc je vais
essayer de garder une petite proximité avec Benoît, et quand je transige avec Madeleine, Patrick ou Christian, qui sont nés au Canada, eh bien, je garde une grande proximité. Donc, je m'adapte selon la personne, selon la culture avec qui je transige. D'accord? Là, et puis, avec la pratique, ça devient inconscient, ça devient un réflexe. Donc là, j'atteins l'inconscience de ma compétence. Ok? Et ça on peut pas dire que je vais développer ça dans le passé ou dans le futur, mais dans le présent. Pourquoi? Parce que ma situation actuelle est le reflet, le résultat des décisions, comme j'ai dit tout à l'heure, de mes décisions dans le passé. Donc si je veux que ma vie change pour le mieux, pour le bien, bien j'ai intérêt de changer mes façons de faire, et comme j'ai dit, avant les façons de faire, donc la perception et la procédure dans le présent. Donc ça touche, si vous voulez, la dimension, bien le premier facteur de clé de succès au niveau de la conscience. Deuxième facteur clé de succès, c'est le caractère. On sait bien qu'à l'université de Harvard, ils ont découvert, bien, ils ont démontré que le secret des gens, des personnes qui ont accompli un succès remarquable dans leur vie, que ce soit au niveau financier, relationnel, spirituel, professionnel, c'était grâce à 85% de leur attitude et 15% de leur aptitude. Donc le succès est égal à 85% attitude et 15% aptitude. Donc c'est mon attitude qui décide, bien, qui fait la différence. C'est pas ce que je sais, mais comment je le transmets aux autres. Comme on dit en anglais, people don't care how much you know until they know how much you care. Je m'en fous de ce que tu sais, ce qui m'importe à moi, mais comment tu transmets ce savoir. Ok? C'est ça qui fait la différence. Donc, et là je touche aussi l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'on sait bien qu'en tant que nouveau immigrant, même l'estime de soi et la confiance en soi sont perçues différemment d'une culture à une autre. Alors, nous, à cause de notre conditionnement culturel, on a tendance à s'effacer, se sous-estimer, okay? En croyant que c'est un respect, c'est l'humilité. On a confondu l'humilité, le respect par le fait de s'effacer et de considérer comme vantardisme, c'est ça, okay? Show off. C'est quelque chose de mal perçu qui a une connotation négative de se vendre, d'exprimer ses compétences et de parler de ses accomplissements et tout ça, alors que c'est très valorisé au Canada. Donc dans une entrevue, quand je demande à monsieur Benoît qui postule à un poste chez nous, c'est quoi vos accomplissements, il a de la misère à exprimer ce qu'il a fait. Mais si on creuse, c'est un ingénieur d'État, c'est un, je ne sais pas quoi, un très haut niveau, éducation, au niveau même des projets qu'il a fait. Cependant, il a de la misère à mettre en valeur ses réalisations. Parce que selon nous, ce sont les autres qui devraient nous valoriser. Et pas à nous de verbaliser, d'exprimer cette. Donc, je mets en valeur l'importance de l'estime de soi au Canada parce que c'est mal perçu de s'effacer et de croire. Le pire, c'est qu'on croit qu'on est humble, on est gentil, alors que non, c'est mal perçu, donc c'est vraiment à éviter. Confiance en soi, même chose. Donc l'estime de soi, c'est quoi exactement? C'est la valeur que j'amène. Est-ce que je suis valable? Ok? C'est au niveau de la valeur que j'amène. Confiance en soi, c'est la compétence. Est-ce que je suis capable pour faire la différence? Ok? Ce qu'on a trouvé, c'est quand on a
un très haut niveau de confiance en soi, on apprend facilement, on s'intègre facilement et on peut réussir facilement sur le plan personnel, relationnel et professionnel. Ok? Alors que si j'ai un très bas, un bas niveau de confiance en soi, eh bien j'ai de la misère à apprendre et ainsi de suite. Très important de développer cette confiance en soi. C'est pas facile, mais c'est possible. Je vous avoue que j'ai eu de la misère à développer certaines qualités, ce que je raconte aujourd'hui. Ça m'a pris énormément d'efforts et premièrement, ça a pris d'être conscient que ce n'est pas les bonnes façons de faire. D'abord, donc avant de l'échanger, il faut d'abord être conscient que non, je ne suis pas en train de faire la bonne chose, non. Il faut s'ajuster. C'est ça l'intelligence interculturelle, c'est d'être conscient du conditionnement de ma propre culture, c'est quoi mes valeurs, comment moi je perçois le temps, l'espace, la relation, le succès et tout ça, comment l'autre perçoit ses valeurs à lui, le temps et ainsi de suite, tout ce que j'ai mentionné, pour m'ajuster, s'adapter selon la personne avec qui je transige et selon la culture où je vis. Donc, on a passé à travers le caractère, maintenant la compétence. Et là, j'encourage les gens à développer un esprit entrepreneurial, et même si vous êtes des employés, un esprit entrepreneurial. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrepreneurial, c'est-à-dire que je suis le président de ma propre compagnie. D'accord? Les gens avec qui je transige sont des clients, donc j'ai intérêt à quoi? À offrir un service ou un produit de qualité. D'accord? Parce que dans un contexte canadien, c'est un marché, vous le savez très bien, très compétitif. Si je ne suis pas compétent, si je n'offre pas quelque chose de très haute qualité, eh bien, personne ne va transiger avec moi. Maintenant, l'esprit intrapreneurial, qu'est-ce que ça veut dire? Même si je suis un employé avec une organisation, eh bien, j'ai intérêt à me considérer comme un fournisseur de services. Benoît, c'est le propriétaire de l'entreprise, je suis un employé. Alors, je ne me considère pas comme employé, je me considère comme le chef de ma propre entreprise, et lui, c'est lui mon client. Moi, je suis un fournisseur de services. Donc, j'ai intérêt à développer des compétences dans mon champ de compétences, dans mon travail, pour que je devienne quoi? Indispensable. Parce que si je suis, comme on dit, dans la moyenne, ça serait très facile de me renvoyer le jour où il trouvera mieux que moi ou le jour où il y aura une crise financière. Donc souvent, au lieu de réduire les coûts ou d'augmenter les profits, on coupe dans les salaires. C'est le réflexe, la réaction la plus facile aujourd'hui. Donc c'est le capital humain n'a pas assez d'importance. Donc pour vous dire que c'est très important d'arriver avec cet esprit-là, cette attitude que moi, je suis le président, le directeur général de mon entreprise et je suis en train d'offrir un service à mon client, même s'il est mon employeur. Qu'est-ce que ça exige? C'est de travailler dur sur moi-même plus que sur mon emploi. C'est-à-dire le développement personnel et professionnel. C'est-à-dire lire et améliorer mes compétences chaque jour. C'est le secret de la réussite des Japonais. Si vous avez entendu parler de la philosophie Kaizen. Kaizen, Kai, c'est-à-dire amélioration continue. Kai, c'est continu. Zen, c'est amélioration. Et c'est ça leur secret de succès. C'est que toujours ils vont bâtir sur ce qu'ils ont fait de bien hier. Et ça, je vais revenir sur l'estime de soi. Alors, au lieu de me comparer avec Benoît ou Patrick ou Bico, j'ai intérêt à me comparer avec moi-même. C'est ça la vraie comparaison que je devrais faire au niveau de mon estime de soi. Parce que
souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est plus fort que moi, il est plus riche que moi, alors que quand on fait une analyse un peu détaillée, on voit que, oui, c'est sûr que visuellement, la personne est mieux que moi sur quelques aspects, mais il lui manque aussi des traits que moi j'ai aussi. Donc, c'est pas une bonne comparaison à faire. Alors que la bonne comparaison à faire, c'est comment je m'améliore moi-même, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer chaque jour. Donc, et c'est en faisant la comparaison avec moi-même chaque jour, c'est ça de cette façon qu'on va développer une bonne estime de soi et une confiance de soi. Donc, quatrième facteur clé de succès sont les connexions. On sait bien, les connexions, autrement dit, le réseautage, votre réseau personnel, professionnel. Et vous êtes, j'en suis sûr, vous êtes conscient qu'au Canada, la majorité, jusqu'à 85% des postes sont comblés à travers le réseautage. Nous avons un poste à combler. Je vais demander à Benoît, au sein de mon équipe, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est, disons, convenable pour ce poste-là? D'accord? Parfois, on va afficher juste pour des mesures administratives. OK? Les nouveaux immigrants, qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai passé par là. C'est qu'on reste chez nous et on commence à envoyer des CV à travers l'ordinateur. Okay. Ce que j'ai fait, durant la période de 3 mois, j'ai envoyé 600 applications. Okay. Devinez combien de réponses j'ai eues? 3 regrets. 3 regrets. 3 regrets. Oh là là. Alors, à savoir que 16 ans d'expérience internationale, le monsieur il parle plusieurs langues, blablabla, bla, 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 et pourtant, ça n'avait aucune valeur, aucune importance. Et vous allez bien sûr deviner l'impact de ce refus-là sur mon estime de soi, sur ma confiance en soi, j'ai eu une dépression, c'est sûr, parce que ça veut dire que je suis bon à rien. OK? OK? Donc, et ça m'a pris, disons, ça m'a pris du temps pour me remettre en question, pour savoir il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est quoi? Est-ce que le problème est avec moi ou avec la personne qui regarde mon CV? J'ai découvert, parce que j'ai découvert que je n'étais pas le seul, donc c'est une co-responsabilité. Les deux parties devraient être sensibilisées à ceci. Donc, pour vous dire qu'on a tendance à passer 80% de notre temps à envoyer des CV de chez nous, alors que les Canadiens du Sud, ils passent 80% de leur temps à réseauter. N'est-ce pas? Et 85% des postes sont comblés à travers le réseautage. Ce qui veut dire qu'on manque combien? Qu'on manque 80% des opportunités pour trouver l'emploi qu'on cherche. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui ne sont même pas conscients de l'importance du réseautage. OK? C'est très facile de rester chez soi et d'envoyer des CV et une demande générique à tout le monde. Donc, c'est la plus facile des choses. Je veux pas dire que c'est par paresse, parfois c'est oui, mais par ignorance aussi, la majorité, parce qu'on veut vraiment travailler. Donc, c'est très important d'être conscient de cette réalité-là, et au lieu de dépendre juste sur l'Internet pour chercher du travail, il faut sortir de notre zone de confort, il faut aller réseauter, il faut aller approcher les gens, avoir ce courage-là d'aller approcher des gens qui ne nous ressemblent pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment développer ce courage. Et on va passer à la deuxième. Alors, on a parlé de l'importance des connexions, ou autrement dit,
de réseautage et des relations personnelles et professionnelles. Là, je vais juste, avant d'aller au 5e facteur clé de succès, là, qui est la communication, j'aimerais juste souligner quelque chose de très important au niveau relationnel. Alors, soyez conscient que la perception de la relation est tout à fait différente d'une personne qui vient d'une culture collectiviste et d'une personne qui vient d'une culture individualiste. Qu'est-ce que je veux dire exactement? C'est que nous, on noue des relations sur une base émotionnelle. Je dois d'abord aimer Benoît avant de faire affaire avec lui. Il doit avoir gagné ma confiance. Je ne peux pas faire des affaires si je n'ai pas confiance en lui. D'accord? Donc, je devrais d'abord le tester parce que je lui donne 0 crédit de confiance. Donc, je vais le tester, puis on va prendre du café ensemble, je vais l'inviter chez moi, il devrait, par la loi de réciprocité, m'inviter chez lui, et quand je me sens à l'aise, c'est là où on peut parler de business. Alors qu'au Canada, je lui donne 100% confiance jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Moi, je ne veux pas nouer une relation avec lui. On est ici pour faire des affaires. Je ne vais pas le marier. Je ne suis pas intéressé à nouer une relation avec lui, à moins qu'on ait un intérêt commun. Si je découvre que lui, il aime le golf, j'aime le golf, là, on peut passer d'une relation de business, d'affaires, à une relation d'amitié. D'ailleurs, je donne un exemple très connu, c'est que nous, bien, on va commencer par le contexte canadien. Vous pouvez imaginer la relation dans un contexte canadien comme une pizza. Pizza, vous avez des tranches. Alors, la vie des Canadiens de souche ici, c'est cloisonné. Ils ont leurs collègues du travail, leurs amis du golf, leurs amis du club Toastmasters, leurs amis de la bicyclette, leurs amis de la natation, leurs amis de leur famille. D'accord? Et c'est cloisonné. Et tu ne peux pas entrer d'une tranche à une autre. D'accord? Donc tu ne peux pas, si tu es mon ami de golf, ça ne veut pas dire que je vais t'inviter au mariage de ma fille. N'est-ce pas? Alors que nous, je la compare au couscous. Tout est mélangé. Ok? Benoît est mon collègue au travail. Bien, je peux facilement, c'est un devoir, c'est pas facilement, mais c'est un devoir de l'inviter au mariage de ma fille. N'est-ce pas? Donc on est des amis. Donc lui aussi, quand il va venir chez moi, il va trouver des amis du golf, des amis de travail, des membres de ma famille. Et quand je dis famille, là, c'est pas mon fils et ma femme. C'est le cousin, de la mère, de la cousine, du grand-père, de la partie de ma mère. Ok? Dans un mariage, ici, combien de personnes on trouve? 20 personnes? Pour nous, 20 personnes, cette personne-là, c'est un orphelin. Il ne connaît personne. Chez nous, si on ne parle pas de 200 personnes, 300 personnes, ce n'est pas un mariage. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Donc, alors, ici, donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour ne pas avoir des attentes un peu irréalistes. Parce que, c'est arrivé à moi et à plusieurs personnes, c'est que à l'université de Sherbrooke, dès qu'on finit, imaginez, Benoît, c'est un étudiant québécois, et on a travaillé toute la session pour 3 mois, on travaille en équipe. Dès le lendemain où on finit la session, je le croise au corridor ou dans le couloir de l'université. Il ne me dit même pas bonjour. Moi, je suis vexé, je suis frustré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pour lui... C'est bon, continue. Oui, mais c'est ça, c'est la réalité. Pour lui, l'intérêt qu'on avait en commun est fini. Je n'ai pas besoin de développer une relation avec toi. Ce n'est pas méchant. C'est leur façon de penser. Donc, vous n'avez pas le droit de les juger selon votre culture.
Sinon, vous tombez dans le piège de l'ethnocentrisme. Alors que moi, j'avais vraiment de la misère à absorber, à comprendre cette ignorance. Il m'ignore totalement. Ok, et j'ai commencé à poser des questions. Bref, donc n'ayez pas des attentes comme moi, ok, au début. Donc, business is business, famille, famille. Donc pour eux, c'est vraiment séparé, c'est cloisonné. Alors, connexion, maintenant, tout passe par la communication. Ok? Pour vous dire que la culture influence notre style de communication, notre modèle de conversation. Vous allez voir que nous, on est vraiment gestuel. Okay? On parle d'une communication couverte, alors qu'ici, on parle d'une communication ouverte. Nous, c'est le non-verbal. C'est la relation, c'est le contexte. Ok? On ne peut pas dire les choses d'une façon directe. On n'est pas direct parce que je veux garder sa face. Okay? Je ne veux pas être impoli avec lui, donc je vais essayer de dire les mots d'une façon indirecte. Parfois même par le silence. Il me pose une question, je ne réponds pas, c'est un non. Ok, donc pour ne pas l'embarrasser. Donc ici, non, les gens sont directs. Ok, alors que nous, on perçoit ça comme quoi? Comme agressif, comme manque de respect, alors que ce n'est pas la réalité. Donc c'est juste, faut développer cette ouverture d'esprit et aller au-delà de nos filtres culturels. Donc, il faut être conscient de nos styles de communication. Ok? Alors, par exemple, les modèles de... Donc, je disais tout à l'heure les styles de communication. Donc, il y a des cultures qui sont vraiment très expressifs. Okay? On utilise beaucoup de gestuels, on crie pour quelqu'un d'autre, on crie. Okay? Il y a un problème là-dedans. Sauf que c'est notre façon de s'exprimer. On parle à haute voix. Il y a des cultures où on est vraiment calme. Et puis, quand je parle, je dois vraiment montrer ma sagesse. Okay? Donc, moins de gestuels, moins d'expression faciale. C'est le signe de sagesse et de maturité dans ma culture. Okay? Dans d'autres cultures, le silence, au Canada par exemple, le silence est une absence de communication, alors que par exemple dans l'Asie de l'Est, le silence fait partie de la communication. Parce que eux, on va voir ça au niveau des modèles de conversation, c'est que au Canada par exemple, quand je communique avec Benoît, on est tous nés ici, donc il m'écoute attentivement, je prends la parole, dès que je finis, lui, il prend la relève. Je l'écoute attentivement, une fois qu'il finit, je prends la relève. D'accord? Dans un contexte nord-asiatique de l'Est, je prends la parole, Benoît m'écoute, on est tous nés en Chine par exemple, ou au Bangladesh, donc il va m'écouter attentivement. Quand je finis, il va garder à peu près 15 à 30 secondes de silence. Pour nous, pour les Canadiens ici, c'est une éternité. Okay? Donc, pourquoi? Parce que c'est un signe de respect envers moi. Il a pris le temps de méditer sur ce que j'ai dit, par respect à moi. Et puis, c'est un signe de maturité envers lui aussi, parce que ça veut dire qu'il a vraiment pris le temps pour bien comprendre ce que je veux dire. Souvenez-vous, je vous ai dit que la communication dans ce contexte-là est couverte, c'est-à-dire qu'il y a le non-verbal, okay, il y a la relation qui existe entre nous, il y a le contexte, il y a plein de choses, ce n'est pas les mots qui veulent dire... Parce qu'au Canada, on a une communication verbale, c'est-à-dire quand j'ai une idée, j'ai un message à transmettre, je vais utiliser les mots exacts pour dire ce que je veux. D'accord? Alors que chez nous, on va utiliser, comme on dit, c'est un style circulaire. Okay, on va tourner en rond avant d'arriver au point principal. Et c'est à lui de poser des questions pour
que j'aille au point principal. Alors qu'ici, on commence d'abord par le point principal, et puis, s'il veut plus de détails, il va me poser des questions. On retourne au modèle de conversation pour dire, dans un contexte latino, arabe, africain, moi je prends la parole, dès que Benoît a une idée de ce que je veux dire, je veux exprimer, il va m'interrompre. Ah non, 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 on va utiliser beaucoup de gestuels, il va m'interrompre, et c'est normal, c'est ça. C'est un signe de passion de sa part, ça veut dire qu'il est intéressé par le sujet. Ça ne veut pas dire un manque de respect envers moi parce qu'il m'interrompt. Ok? Alors, imaginez quand on vient ici, dans un travail d'équipe, dans une entrevue, okay, aux études, et une personne qui est née au Canada prend la parole, et moi, sitôt que j'ai une idée de son idée, je l'interromps. Selon moi, c'est la bonne façon de faire, alors que lui, il me perçoit comme si je manque de respect envers lui. Donc, il faut être conscient de son style de communication, son modèle de conversation. Parce que 85 jusqu'à 90% de la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre communication. Nous sommes des créatures communicationnelles. On ne peut pas ne pas communiquer. Même en restant comme ça, je communique. Donc, il faut vraiment être conscient des exigences au niveau de la communication dans ce contexte canadien. Et pour le sixième facteur, c'est le conditionnement. Le conditionnement, je l'ai emprunté du marketing pour dire le packaging, c'est-à-dire notre apparence. Comment on se présente. Et là, je vais retourner encore une fois pour vous dire qu'on est conditionné par notre culture d'être humble, d'être gentil, d'être simple. Et quand on se présente pour une entrevue, par exemple, ou une occasion d'affaires, on se présente d'une façon simple et normale, en croyant que c'est correct, alors que les gens sont perceptuels. Nous sommes des créatures visuelles. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe arabe qui dit que mon apparence me valorise avant que je m'assoie et mon savoir me valorise après que je m'assois. C'est-à-dire que quand je rencontre Benoît, je me fais une idée, une impression de lui dans les 4 jusqu'à 6 secondes. Et c'est cette première impression qui est l'impression qui reste, comme on dit, the first impression is the lasting impression. Et c'est très difficile de corriger ou bien de changer cette impression. Alors, pour dire qu'il faut vraiment prendre soin de sa présence, okay, de son langage corporel, de ses expressions faciales, parce que tout ça entre en jeu. Il n'y a rien qui est, disons, on ne laisse rien au hasard. Comme on dit en anglais, dress for success. Okay? Parce que tu te mets en valeur avant que je discute avec toi. Donc, ça, malheureusement, on ne va pas élaborer sur ça, juste pour donner un aperçu, on s'entend bien. Donc, et on finit par le septième facteur clé du succès, pour dire la contribution. Okay? Et là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est d'avoir un sentiment d'appartenance envers cette société. J'ai fait le choix de m'installer au Canada et j'ai intérêt de développer un sentiment d'appartenance envers cette société-là, d'avoir la volonté de contribuer, non seulement d'une façon économique, culturelle, sociale et politique. Okay? Est-ce que nous avons la capacité de le faire? Bien sûr que oui. Okay? Mais il faut avoir cette conscience-là. Et ce que je répète toujours, c'est que quel héritage tu aimerais laisser après ta mort? Est-ce que tu préfères être juste une personne qui consomme ou une personne qui contribue? D'accord? Et pour dire que chacun de nous ici est responsable parce que
responsable de donner une bonne impression sur son pays d'origine, sa culture et sa religion. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices. Et c'est à cause de moi ou grâce à moi que l'autre aura une bonne ou une mauvaise impression de mon pays d'origine, de ma culture, de ma religion. Donc pour dire que vous avez une responsabilité à jouer ce rôle-là. Et vous êtes capable de le faire, j'en suis sûr. Donc au niveau de la contribution, j'aime bien cette citation de Gandhi, Mahatma Gandhi: la meilleure façon de vous trouver est de vous perdre dans le service des autres. Je répète, la meilleure façon de vous trouver, de retrouver, je ne sais pas, et de vous perdre dans le service des autres. Parce que quand je suis au service des autres, j'oublie mes soucis. Et même si j'ai une entreprise, même si je suis un employé, quand je mets l'intérêt de l'autre en l'avant, je suis gagnant. Pourquoi? Parce que si vous aidez assez de personnes à avoir ce qu'ils veulent, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Et ne suivez pas cette philosophie de « what's in it for me », c'est-à-dire c'est quoi mon intérêt là-dedans, qu'est-ce que je vais gagner là-dedans. Moi je vous dis que c'est faux. C'est au lieu de dire « what's in it for me », c'est quoi mon intérêt? What's in it for you, d'abord. Qu'est-ce que j'amène, c'est quoi la valeur que j'amène à Benoît en tant que client, en tant qu'ami, en tant que membre de la famille, en tant qu'un étudiant, okay, en tant que personne avec qui je transige. Si je mets de l'avant ses intérêts d'abord, bien par loi de la réciprocité, il va veiller à mes intérêts aussi. Si ce n'est pas lui, d'autres personnes vont le faire. Donc, quand je le fais avec Benoît, je ne devrais pas m'attendre à recevoir de Benoît, mais ça va venir de d'autres personnes. Et on dit, si je ne reçois pas, si je ne reçois... Je parle plusieurs langues, parfois le monsieur là, responsable du vocabulaire, je sais pas, le français, il part, je sais pas, quelque part pour prendre une cigarette et laisse le monsieur responsable de l'allemand, l'anglais, et donc lui, il ne sait pas quel vocabulaire je cherche. Donc il me donne n'importe quoi parfois. Donc pour dire que... Alors, qu'est-ce que je disais? Si je ne reçois pas. Si je ne reçois pas suffisamment dans ma vie, c'est parce que je ne donne pas suffisamment dans ma vie. Et sur ce, je crois, je vais finir, disons, mon intervention pour ouvrir, si je comprends bien, l'espace pour des questions.